Il est 18h30, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle semaine conso avec au programme des pigeons ce soir. Caroline. Vos légumes, vous les choisissez hydroponiques ou pleine terre. Les légumes hydroponiques grandissent dans l'eau. Différence pour notre palais et notre portefeuille, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Michael. Si vous êtes bricoleur et que vous devez acheter du matériel, ne soyez pas trop pressés. On est allé en repérage pour vous dans les magasins spécialisés du nord de la France. Vous nous direz merci dans un instant. Hubert. Les éditions 10-18 viennent de sortir une série de bouquins, Le Monde expliqué aux vieux. Bien nécessaire car les seniors comprennent de moins en moins un monde qui évolue de plus en plus vite. Et le média scanning de Samy. Avec aujourd'hui une séquence qui fera plaisir à Hubert, les seniors stars de la pub, une tendance qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Pas mal, mais pas mal du tout ce sommaire. Allez, jingle, on y va. Et ce soir, amis de la langue française, on a quelque chose pour vous. Professeur Caroline, maître Capé, le Carlo, enfin c'est pareil. On va apprendre un nouveau mot. Ce mot, c'est hydroponie. Définition, Michael, une idée? Hydrolo-ponie, non, c'est la femelle du poney. Voilà. C'est la cour de natation pour les poneys. Exactement. Voilà, un peu de choses près. à peu près ça. On va s'intéresser ce soir à des légumes. Des légumes qui, comme vous l'aurez souvent remarqué, quand vous l'achetez, par exemple une salade en supermarché, la salade, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de terre, elle est super propre. Et pour Oui, mais pour cause, Michael, elle est déjà découpée, Oui, elle est déjà préemballée, il suffit de l'assaisonner. D'accord, mais moi je parle des autres. Ah, des vrais, quoi. Ces salades super propres, sans insectes, eh bien c'est normal parce qu'en général, elles n'en ont pas vu beaucoup d'insectes, ni de terre d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les légumes hydroponiques. Alors un légume hydroponique, c'est un légume qui pousse dans l'eau. Donc les racines puisent les éléments nutritifs dans une eau qui est évidemment enrichie, grandissent sous serre évidemment. Et c'est une culture qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors on s'est demandé pourquoi, et on s'est demandé, on en parlera tout à l'heure avec Carlo aussi, si finalement le consommateur était gagnant ou perdant dans l'affaire. Donc il y a pas mal de choses à en dire. On va commencer par aller se promener dans les serres où on élève des salades en quantité phénoménale avec Olivier Cohen. Regardez. Et voilà, une salade dans le panier. Vous le faites sans vraiment y penser. Elles sont là toute l'année. Elles sont cultivées en Belgique. Celles-ci poussent même hors sol. Comment ça, hors sol? Explication. Ici en Flandre, près de Malines, au centre de recherche de la culture des légumes, on les teste pour qu'ils plaisent aux producteurs, aux distributeurs et aussi à vous, consommateurs. Et la laitue y a sa place. Ici, la culture est hydroponique, hors sol. Tous ces plants sont disposés sur des gouttières. À l'intérieur, pas de terre, mais de l'eau. De watergift in de goot gebeurt met een druppelaar en elke 60 minuten wordt hier 1 liter water doorgestuurd. In het water hebben we dus vloeibare meststoffen. De vloeibare meststoffen bevatten de hoofdelementen calcium, kalium en de spoorelementen zoals bijvoorbeeld ijzer. Als we geplant hebben, dan hebben we na 8 à 9 weken een volwassen plant, een kropsla. De la recherche à la culture appliquée, il n'y a qu'un pas. À quelques kilomètres de là, dans cette société, on cultive des laitues hydroponiques sur 1 hectare. Il y a un peu de tout, des feuilles chêne rouge, des lolo rosa, des multicouleurs, jusqu'à la pommée classique. Donc ici, on plante les petites laitues qui sont mises dans les gouttières par le robot. Et puis au long de la croissance de la laitue, les gouttières avancent et s'écartent de plus en plus pour être récoltées à la fin dans les sachets. Mais tout commence ici. Les plants sont donc insérés manuellement sur des plateaux. Ensuite, tout est automatique. Les laitues sont disposées dans les gouttières. Et après, comment ça marche? Au début des plantes, les gouttières se collent l'une à l'autre. Et puisque les plantes, il faut s'imaginer que la plante, elle pousse. Elle va donc prendre plus de place. Donc il y a une efficacité de surface ici. Et donc plus que la plante pousse, plus que les gouttières s'écartent. Regardez, au début, les gouttières sont donc côte à côte. Au fil des 8 semaines de croissance, elles laissent la place à la laitue pour se développer. Résultat, un gain important d'espace qui permet de produire plus de laitue en une année. Voyez plutôt, au sol, on cultive chaque année 75 laitues au mètre carré, contre 220 pour l'hydroponie. Avec une production presque triplée, ce système serait-il la panacée? Non, semble-t-il. Il y aurait un hic. Le coût de production est plus élevé, on va dire entre 20 à 30% par rapport au sol, mais qu'on peut produire, en effet, on peut produire plus que le double. Donc, à mon avis, les bénéfices ce sont comparables. Supérieur même? Difficile à dire. Il est en effet toujours très compliqué d'obtenir une réponse claire d'un cultivateur sur ses revenus.
Tout ce qu'on saura, c'est qu'en moyenne, quelques 9000 laitues sortent chaque jour de ces serres. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Un système qui marche bien. Et alors évidemment, on a quand même, je ne sais pas vous, mais un petit mouvement de recul quand on voit tous ces légumes qui sont tellement loin de leur milieu naturel finalement. Moi, ça me fait un petit peu réfléchir. Bon, on s'abstrait totalement de ce qu'on appelle la notion de terroir. C'est-à-dire, alors c'est des salades, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas comme le vin. Mais donc on est dans un microclimat, du point de vue de la température, de la serre, etc. Et on est dans un espace, dans un substrat. Donc l'hydroponie, ça veut dire que c'est toujours des substrats. Alors ça peut être de la flotte, ça peut être de la laine de roche, donc des trucs tout à fait artificiels, des billes, etc. Qui est tout à fait aussi, pas antinaturel, mais qui n'est pas un milieu naturel. C'est un milieu que l'on reconstitue. Donc en fait, c'est une production. C'est un produit, au final, c'est un produit vivant, puisque c'est quand même laitue, c'est du règne végétal, mais c'est une production, il faut quand même appeler les choses par leur nom, totalement industrielle. Comment on les reconnaît ? Alors on a envie de dire, regardez les étiquettes comme toujours, et bien ici, c'est pas franchement indiqué. Sur les chicons, voilà, là on l'indique parce que, et on aura peut-être l'occasion de les goûter tout à l'heure, il y a vraiment une différence au niveau du goût, en tout cas d'après les spécialistes, hein, Carlo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur le chicon, il n'y a pas photo, oui. Voilà, il n'y a pas photo. Donc sur les chicons, en général, on trouve, en tout cas, si pas la notion hydroponique, la notion, et on verra peut-être le petit label tout à l'heure, il y a un petit label comme ça, pleine terre, qu'on retrouve sur certains produits. En revanche, sur les salades, voilà, ça c'est le label qu'on peut retrouver sur certains chicons. Les salades, ici, là on reconnaît bien, hein, c'est cette petite mode de terre finalement assez peu naturelle, hein, on l'a vu. Un tout petit peu terreuse, mais ici, il est marqué cultivé sous serre, c'est un premier élément, mais rien ne dit que c'est de la culture hydroponique. Donc pourquoi est-ce que c'est pas forcément indiqué ? Parce qu'il n'y a pas d'obligation en la matière. Donc on peut le mettre, on n'est pas obligé. En revanche, si on met une indication, elle se doit d'être juste, puisqu'on n'a pas le droit fatalement de tromper le consommateur. Est-ce qu'on sait s'il y a vraiment des avantages à ce genre de culture ? Alors bon, pour nous consommateurs, les quelques avantages, c'est qu'on peut avoir des légumes toute l'année qu'on n'aurait pas forcément. Tout est extrêmement contrôlé, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a assez peu de pesticides, donc ça c'est peut-être un côté un petit peu avantageux. On me dit aussi que c'est des légumes qui tiennent beaucoup plus longtemps au réfrigérateur. Et c'est vrai qu'on le remarque, hein, il y a parfois des salades comme ça qui tiennent et on se demande même si c'est pas un petit peu illogique. Maintenant, il y a plein de cultures qui sont pas adaptées à ça et donc ça donne des légumes sans goût et plus ou moins fades. Et plus cher. Et plus cher. Alors on va regarder les prix. Les légumes hydroponiques ne sont pas plus chers, bien au contraire, on va le voir. On a quelques prix ici. 1 kg de chicon hydroponique, 1,49 €. 1 kg de chicon extra pleine terre, 5,98 €. Et puis d'autres, des chicons pleine terre plus courts, 8,30 €. Donc voilà, et puis il y a un petit côté aussi, beaucoup de consommation d'énergie dans cette culture-là. Oui, c'est ça, Carlo, au niveau de l'environnement, c'est pas très Au niveau de l'environnement, c'est assez terrible. J'ai parlé des substrats. Il y a aussi, c'est la débauche du plastique. Hein, vous voyez, tout est dans des petits pots en plastique, il y a du plastique partout. Et alors, notamment, certains, bon, pas chez nous, mais en France, ils font des laitues comme ça qui flottent carrément sur l'eau en permanence, sous cloche, vendues directement sous la cloche, il ne faut même pas les laver. Et là aussi, c'est plastique, plastique, plastique. Donc en fait, pour manger de nouveau un produit qui devrait être un produit simple, un produit végétal, on est dans l'hyper-emballage. Et surtout, bon, alors on vous parle souvent de saisonnier, pas saisonnier, etc. Et il n'y a pas que les hydroponiques qui sont en serre chauffée. Mais là, on est vraiment en déconnexion totale avec notre milieu naturel. On va chez les chicons ? Oui, on va aller un petit peu explorer l'univers des chicons parce que, voilà, on le disait, là, la question du goût est vraiment importante et on va en reparler avec Carlo juste après. Regardez, deuxième reportage d'Olivier Cohen. Vous avez le choix, aux fruits et légumes, c'est l'abondance. Tout est toujours impeccable, propre, calibré et sans surprise. Même au rayon chicon, il y a un bel assortiment. Et vous, madame, vous achèteriez ceux-là cultivés en pleine terre, ceux qui coûtent un peu plus cher ? Si je reçois quelqu'un, par exemple, c'est plus présentable. Je vais prendre les petits, ou pour froid, ou pour braiser aussi. Disons que ça, c'est plus familial, quoi. Quand on reçoit, en effet, on ne compte pas. Les différences de prix sont pourtant importantes. Le chicon de base cultivé hors sol est à 1,49 € le kilo. Le chicon pleine terre extra à 6,58 € et ça va jusqu'à 14,23 € le kilo pour ce petit chicon gastronomique. Aujourd'hui, on assiste au retour du chicon pleine terre. On constate que la totalité des chicons a progressé de 3% en volume et le chicon pleine terre quand même de 11%. Donc ça veut dire quand même que le client est à la recherche de ce chicon pleine terre qui a beaucoup plus de goût
que le chicon d'hydroculture. Plus de goût, vraiment? Nous trouverons une partie de la réponse ici, à 2 pas de Louvain, au Centre national d'expérimentation du chicon. En fait, les producteurs utilisent 5-6 variétés de chicon hybrides pour assurer une récolte tout au long de l'année. Leurs racines sont cultivées dans des champs pour ensuite être forcées dans un endroit sombre comme celui-ci. Ces légumes sont habituellement cultivés hors sol. Alors, sont-ils moins goûteux que ceux cultivés en pleine terre? Het is vooral de herkomst van de wortels op het veld en de manier waarop het witlof geforceerd wordt. Démonstration ici, à quelques kilomètres de là, dans cette entreprise familiale. La saison du chicon en pleine terre se termine. Ce producteur confirme le succès de ce légume saisonnier. C'est en effet une question de goût. Ons witlof ten opzichte van andere witlof is dat wij minder stok hebben. We hebben een zoet witlof. De cliënt hoeft geen suiker te gebruiken. We hebben ook niet dat wij veel water hebben bij het gebruik in de keuken. Dus de bitterheid die in het andere witlof zit, hebben wij dus veel minder. Et la douceur, c'est aussi ce qui est recherché ici. Regardez, même si ce chicon est hybride et cultivé hors sol, le producteur a trouvé le filon. Les chicons sont beaucoup plus petits. Il les vend à la pièce. C'est encore une histoire de goût. Zaadhuizen spelen daarop in door gaan kruisingen te maken met planten die toch wel iets zoeter smaken. En zelf proberen we dat ook wel te doen. We gaan onze plant heel jong oogsten. Krijg je een zachtere smaak, er zit minder water in en iets meer krokant. Mais le légume s'achète aussi avec les yeux. Ici, tout est calibré. Là, toutes les dimensions sont acceptées. Alors, que choisir? Eigenlijk is het alleen de smaak die blijft. Wanneer u een witloof koopt en u snijdt hem in stukken, alleen de smaak blijft over. Wilt u maar eens proeven? Pas mal du tout. Le chicon nature, c'est bon. Préparé aussi, et il y a le choix. À la dinde et spéculoos, braisé au lard, au saumon fumé ou encore en crème brûlée. Essayons. Et vous voulez goûter? Bon, on va goûter, puisqu'il Bah nous oui, on propose... va goûter, parce que la vraie question qui se pose avec les chicons, c'est vraiment celle-là. On a l'impression, à voir les gros chicons hydroponiques, qu'on va se retrouver avec des bulles d'eau finalement. Alors, Carlo, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, est-ce que vous cuisinez des chicons hydroponiques? Non, déjà, alors, petit rappel aussi, tout à l'heure, on a montré le petit label. Il y avait aussi le label de l'AOP. Soyons-en fiers, parce qu'on a peu d'AOP en Belgique, dont le chicon bruxellois, qui n'est pas cultivé à Bruxelles. Mais ça, c'est une longue histoire. C'est pas grave. Voilà. Mais donc, en fait, j'ai parlé avec un maraîcher bio. Alors, évidemment, il est plus orienté de son côté. Mais il me disait... Les aléas dans la culture, c'est-à-dire les coups de froid, les coups de chaud, les changements, etc., le substrat, on en a parlé tout à l'heure, eh bien c'est ça qui participe au goût. Donc dans le cas, est-ce qu'on voudrait boire du vin dont le raisin a été cultivé en hydroponie, c'est-à-dire en limant toutes les différences dont on parlait tout à l'heure? Eh bien non, mais donc c'est la même chose. Alors dans le chicon, qu'est-ce que vous en pensez, la différence est c'est nette. la différence est très nette. Mais la différence sera la même dans les salades. Mais simplement, le chicon, ça nous parle parce que c'est un produit qu'on aime bien, qu'on adore. Et donc, dans le cas du chicon, ça nous saute aux yeux. Mais on aurait fait la dégustation avec les salades. Je pense qu'on aurait eu la même chose. Mais ça vous saute aux yeux. Moi, j'ai pas vraiment une différence incroyable entre les deux. Il y en a un qui est un peu plus frais, l'autre il est un peu plus... Mais attends de les cuire, un chaud. Quand on va les cuire, ça va... est amer. Oui, alors maintenant, autre remarque aussi, si je peux me permettre, c'est vrai que je ne sais pas si je représente cette jeunesse qui n'aime pas sa cuisine, mais c'est vrai que c'est plutôt tentant pour nous d'acheter des légumes qui paraissent un petit peu industriels, propres, sans terre, finalement. Ils le sont tous, hein. Si on compare... Ils sont propres tous les deux. Alors surtout, c'est quelque chose qu'on rabâche ici tout le temps, c'est que justement cette perte de contact avec la nature, la perte de contact avec l'animalité des produits. Vous allez bien nettoyer ma cuisine après que j'ai fait... C'est ça qui est en train de nous emmener, c'est ça qui nous emmène, nous consommateurs, à bouffer des trucs de plus en plus dégueulasses et de plus en plus aseptisés. Donc il ne faut pas avoir peur. La jeunesse ne doit pas avoir peur de la terre, Mickaël. Mais c'est un pas vers la malbouffe, Carlo, selon vous? Oui, si. C'est un des pas, je pense, vers la malbouffe. Après, on m'expliquera que non, c'est raisonné, machin, et alors on peut mettre les nutriments, etc.
etc. À chaque fois qu'on essaye de nous expliquer qu'en faisant un petit peu les apprentis sorciers, alors je ne dis pas que c'est de la sorcellerie, hein, l'hydroponie, c'est pas si grave que ça, mais à chaque fois, on s'aperçoit que 10 ans après, on a perdu quelque chose au niveau du goût et au niveau des choses. On Et alors, évoque aussi les pesticides et finalement, on nous dit aussi souvent, et on vous dit sur le plateau de cette émission, faites gaffe aux pesticides. Là, on annonce un produit qui est plutôt clean, donc les apprentis sorciers. Oui, un peu moins de pesticides, n'empêche qu'en forçant la croissance, en général, on observe aussi plus de maladies qui ne sont peut-être pas liées au parasitisme, mais d'autres types de maladies. Enfin, quand même, on n'arrête pas de dire, de faire l'appel au meilleur goût dans notre émission, dans beaucoup de choses. En fait, on ne nous entend pas, hein, et donc je pense qu'il faut... Soyons prudents. Caroline, est-ce qu'on peut faire ça à la maison? Oui, on peut faire ça à la maison, hein, même si, voilà, on le verra, on va peut-être pas y gagner au niveau du goût, mais on peut trouver sur le net, en jardinerie, des substrats, des boules d'argile, de la laine de roche, de quoi faire pousser des choses chez soi, des petites lampes spécialisées aussi, ça marche très bien. On augmente les rendements, en fait, avec une surface très courte. Voilà, avec une petite surface, des légumes, des herbes aromatiques. On ne peut pas faire pousser n'importe quelle plante chez soi. Si, mais justement, les pousseurs de... Voilà, c'est ils emploient l'hydroponie. Oui. Voilà, exactement. En conclusion, on a envie de dire manger des bons produits, mais c'est pas non plus apporter toutes les bourses. Hein, il faut le dire aussi, quand on voit les prix des chicons pleine terre, c'est quand même un prix élevé. Donc voilà. À noter que ce vendredi, on s'intéressera encore à ce qu'il y aura dans votre assiette lors d'une grande émission spéciale. On n'est pas des pigeons en direct et en public. Si vous voulez faire partie de ce public, vous pouvez nous contacter via le site rtbf.be. Voilà, c'est écrit. Hein, c'est pas plus clair que ça, on ne pourrait pas. Et merci à mon potager pour ses conseils. Ce vendredi donc, juste après le journal télévisé. Dans la seconde partie de l'émission, on parlera vacances. Et on vous dira surtout de faire attention aux arnaques qui sont liées. Derrière la bonne affaire, le cauchemar du vacancier se cache peut-être. On verra ça avec Olivier de la police fédérale. Avec le retour des beaux jours, vous êtes très nombreux à ressortir les outils pour bricoler. Outils qu'on se procure dans les grandes surfaces spécialisées. Et ce n'est pas donné, sauf si vous passez la frontière. Il faut savoir que c'est moins cher en France, Mickaël. Hein, oui, c'est beaucoup moins cher en France. Et puis on se plongera dans les bouquins également. Vous connaissez tous l'informatique pour les nuls, le piano pour les nuls ou encore la cuisine pour les nuls. Voici qu'arrive la même chose, mais pour les vieux. Les bouquins pour les vieux, devinez qui c'est qui en cause? Ah bah oui, c'est Hubert. On fait la pause là maintenant, on revient dans un court instant, ne bougez pas tout de suite. On n'est pas des pigeons, le retour. Nous sommes presque, allez, 2 mois, c'est presque, presque en vacances, donc on pense déjà à notre lieu de villégiature. Et là, je me tourne vers vous, Olivier Bogart, section des délits informatiques de la police fédérale, je le rappelle. Est-ce que vous avez déjà trouvé le bon plan pour cet été? Personnellement, oui. C'est vrai? Oui. Sur Internet? Oui. En partie. Et donc, il y a moyen de Il y a moyen de se renseigner, il y a moyen de trouver de la documentation. Arnaques. Non, exactement. Mais pourtant, pour l'instant, il y a quand même certaines choses qui circulent et il faut peut-être être attentif. C'est vrai qu'on est en train de chercher, on est en train de justement se promener sur Internet pour avoir la bonne affaire. Et évidemment, les arnaqueurs du net sont là aussi, qui vont nous proposer, utiliser des systèmes pour nous contacter, et notamment le courrier électronique qu'on trouve dans sa boîte aux lettres, par exemple, ce qu'on appelle des spams, et qui sont ces mails non sollicités, mais qui vont vous faire des propositions. Alors, justement, ces spams, ça représente quoi comme chiffre? Je ne sais pas. Voyons ici autour de la table, à votre avis. Déjà, il faut définir spam pour Hubert. Déjà, le mail, combien de mails à votre avis? Le mail pour Hubert. Définition, le courrier électronique. J'en parlerai de mon niveau de connaissance. Oui, d'accord, vous avez raison. Combien de mails par jour dans le monde, Hubert? Dans le monde Dans le monde 10 milliards? Ouh là là, vous êtes loin. Hein? On estime 500 milliards dans le monde. Waouh! Chaque jour. Oui. Chaque jour? Et on a, au niveau du nombre de mails qui circulent de personne à personne, un chiffre qui tourne aux environs de 40 milliards. Ça veut dire que le reste, vous avez compris, ce sont des sollicitations, ça peut être de la publicité, ça peut être des courriers commerciaux, etc. Mais donc, cette masse, c'est à peu près ce qui circule tous les jours au niveau des sollicitations et du courrier électronique. Et là-dedans, il y a des spams pour les les là-dedans, vacances? il y a effectivement des spams. On estime à peu près que 10% pour l'instant de ces spams sont des spams qui concernent les vacances. Mais plus précisément, le thème vacances est large, donc il y a des trucs plus précis? Oui, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est 2 grandes tendances. Une première tendance, ce sont des mails que vous recevez dans lesquels on vous dit, voilà, on a bien enregistré le billet d'avion pour la destination que vous avez souhaitée. Alors la première réaction, mais je n'ai pas réservé de billet d'avion. Et donc, avec ce message, on le voit, il y a un petit
une petite pièce attachée, ce que vous allez évidemment cliquer. Et en cliquant cette pièce... Le ticket dessus, là. Le e-ticket, effectivement. Ouais. Et en ouvrant ce document, vous allez télécharger un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Autre possibilité, vous avez vu que dans le mail, il y avait un lien qui renvoyait effectivement sur le site officiel de Delta Airlines, mais vous pourriez avoir un autre lien qui, là, vous envoie sur un faux site et qui va installer également un logiciel malveillant. Autre exemple ? Un autre exemple pour l'instant, ce sont également des invitations à, par exemple, visiter des sites où on fait des propositions absolument extraordinaires. Vous avez vraiment l'hôtel de vos rêves, le 5 étoiles à Bali, avec vraiment toutes les facilités. Mais pour profiter de l'offre, vous allez devoir remplir évidemment un formulaire qui va permettre de savoir votre profil exactement. C'est ce qu'on vous explique. Mais évidemment, on vous demande aussi votre numéro de carte de crédit que je vous invite à ne pas remplir. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour éviter tout ça, évidemment ? Je crois que le premier conseil, c'est d'abord se renseigner sur le site que vous utilisez. Pour ça, vous pouvez également profiter des forums. Dans les forums de discussion, vous avez l'expérience des autres utilisateurs et je crois que c'est vraiment utile d'aller visiter ces forums. Lisez les commentaires des utilisateurs et leurs avis, et notamment par rapport aux sociétés qui font justement ces réservations de billets en ligne. Ce que vous pouvez faire également, c'est essayer d'entrer en contact avec un représentant de la société, un représentant de l'hôtel, pour voir s'ils sont bien partenaires avec la firme en question. Et puis surtout, vous l'avez compris par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ne pas cliquer sur les liens qui sont proposés, ne pas télécharger les pièces jointes, ne pas les ouvrir, parce que là, évidemment, c'est l'infection assurée dans ce qui nous occupe pour l'instant. Précision importante, d'autant que tout le monde est sur Internet pour l'instant. Essayez de réserver ces vacances. Merci Olivier Miquel, je vous propose de rejoindre votre place. Si vous le voulez bien, parce que quand vous êtes trop près, ça me fait peur. Oh, j'ai toujours rêvé de vous arrêter. Non, c'est pas la sirène. Non, ça sert à rien d'arrêter le policier, Miquel. C'est pas parce qu'on entend une sirène, vous devriez vous y faire. C'est Super Conso. Vous savez, Super Conso, c'est celui qui a des bonnes idées, qui me donne dans l'oreillette. Et Super Conso a une super idée. Soyez attentifs. Il veut nous montrer ça. Alors ça, c'est un pas que l'on vient de franchir dans le monde du cybersexe. En collaboration avec une marque de lingerie, Durex vient de développer des sous-vêtements interactifs. Alors, c'est plein de petits électrodes qui sont disséminés dans les sous-vêtements de vos partenaires. Et à distance, grâce à une application smartphone, vous pouvez les faire vibrer, les titiller. Moi, je dis merci Super Conso pour cette bien belle info. Réaction, Caroline ? C'est drôle. C'est drôle ? Franchement, je trouve ça drôle. Oui, moi, je trouve ça aussi amusant. Eh bien, Caroline, j'ai l'application smartphone. Voici le soutien-gorge. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais pourquoi vous mettez ça dans le soutien-gorge ? Dans le soutien-gorge ou dans les... il fallait écouter j'avais pas entendu tout ce que je dis. Hein. Mickaël, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Hein. Allez acheter quelques fils, des électrodes et hop là, vous pouvez vous amuser à bricoler. D'où l'expression, il va t'arriver des bricoles Caroline, évidemment. Voilà. Bon, dans cette émission, vous le savez, on est habitué à vous faire économiser un petit peu d'argent. C'est notre mission, c'est même carrément notre fonds de commerce. On est là pour ça, donc autant en profiter. Pour gagner de l'argent, on s'est déjà tourné quelques fois vers la France. On a évoqué l'eau moins chère, l'électroménager moins cher. Et bien ce soir, on va évoquer le matériel de bricolage moins cher dans l'Hexagone. C'est aussi vraiment moins cher en France ? Il paraît, du moins c'est ce que disent tous les habitants belges qui vivent le long de la frontière et qui vont régulièrement dans les magasins spécialisés français pour y faire leurs achats, pour vérifier. Eh bien, on a simplement passé la frontière à notre tour en prenant quelques produits de référence qui vont parler à tous les bricoleurs qui sommeillent en vous. C'est une enquête et un reportage de Benjamin Carlier. Nous débutons nos courses à Frameries, en province de Hainaut. C'est à quelques kilomètres seulement de la frontière française. Premier constat, sur le parking du Brico, aucune plaque d'immatriculation française. Pour comparer les prix, nous avons sélectionné plusieurs produits de marque, histoire de rendre la comparaison transparente. Chez Brico, nous avons entre autres sélectionné un robinet qui coûte 120 € et une visseuse à 209 €. Petit détour dans une autre grande enseigne de bricolage, pas loin de là avant de passer la frontière. Là, nous allons prendre la même visseuse et du produit pour nettoyer les pinceaux. Et premier constat, chez Monsieur Bricolage, les prix sont quasi identiques qu'à la concurrence belge Brico. Quittons à présent la Belgique. Une vingtaine de minutes et 22 km plus tard, nous débarquons sur le parking de Leroy Merlin, à Maubeuge. À peine arrivés, nous croisons un Belge qui vient y acheter du carrelage. Il nous explique pourquoi il est là. C'est moins cher. Nettement, je ne saurais pas vous le dire, puisque je n'ai pas réellement pris le temps de comparer les prix, mais c'est moins cher. C'est moins cher, oui. C'est le bouche à oreille qui fait effet, en fait. Vous avez l'impression que c'est 20, 30, 40% moins cher ? J'aurais plus tendance à dire 20% qu'en allant plus haut. Allons vérifier si ce qu'il dit est vrai en magasin.
On commence par le robinet de la marque Grohe. Ici, il est affiché à 102,50 € contre 120 € chez Brico, soit une économie de plus de 14%. Nous demandons aux vendeurs comment ils expliquent cette différence. Et quoi, quand juste avec la TVA, vous arrivez à... C'est les prix qui sont affichés par le fournisseur. Il y a la TVA, il y a aussi la norme. Après, nous, on marche peut-être moins que eux. Ils veulent peut-être plus en prendre dans leur poche. Nous, on a des prix assez raisonnables, je trouve. Autre rayon, autre exemple avec ce pot de la marque Amrit. Il est à 21,70 € ici, nouvelle économie de 10% par rapport à la Belgique. Des prix plus bas qui seraient la conséquence de la concurrence acharnée en France. S'il n'y a pas de concurrent autour, ils peuvent grimper les prix. Ouais. Il y a peut-être moins de concurrence chez nous que chez vous, avec des Brico Dépôt et tout ça. On a du Brico Dépôt, on a du Pasto, on a Auchan qui se met à faire de la aussi. Même constat à quelques kilomètres de là, chez Brico Dépôt, un autre grand magasin de bricolage. Les plaques belges sont également nombreuses sur le parking et les clients qui sont à la recherche de bonnes affaires et qui ont un léger accent belge aussi. Pour certaines choses, j'irai 50% meilleur marché. Et comment vous savez que c'est moins cher Par des connaissances, oui. Vous venez régulièrement ici en France? Occasionnellement. À l'intérieur, on ne retrouve pas beaucoup de marques semblables, mais les produits identiques sont toujours moins chers. Exemple avec la visseuse Bosch qui est vendue 30 € de moins qu'en Belgique. Comment expliquer cette différence de prix à quelques kilomètres de distance seulement? Nous avons demandé une interview chez Brico qui a refusé de répondre à nos questions. Nous ne dévoilons pas notre politique commerciale, nous ont-ils répondu. Seul le patron de Monsieur Bricolage en Belgique a accepté de nous recevoir. C'est dû essentiellement au fait que les coûts sont différents. D'abord, les prix d'achat. Les fournisseurs pratiquent des politiques segmentées par pays. Et deuxièmement, nous avons des charges différentes au niveau des taxes, TVA, taxes de distribution et au niveau des charges du personnel aussi. Comme nous l'avons montré, traverser la frontière peut donc permettre de faire de belles économies, même si notre comparatif ne portait que sur quelques produits. Et la caissière est mignonne. Interpellant. Hubert, vous qui êtes de temps en temps en France, vous avez remarqué ça aussi? Je confirme tout à fait, oui. Je vais régulièrement au Brico Dépôt de Rodez. Alors, ils cassent les prix et ils ont une politique des arrivages du mois. Alors là, c'est vraiment des prix planchers. Hein. C'est assez mais là, étonnant. ici, on est vraiment à la frontière, quoi. Il y a des gens qui mettent de l'autre moi, côté, je parle là de la France profonde. Votre château, là-bas dans le sud. Évidemment, tout n'est pas moins cher en France. Je vous donne un exemple. Si vous devez, par exemple, remettre en peinture la chambre du gamin, eh bien là, ça ne vaut pas la peine d'aller en France, dans les magasins belges. Vous trouverez de la peinture moins chère. Sur ce produit spécifique, c'est moins cher en Belgique qu'en France. Il suffit donc de comparer produit par produit. Autre possibilité en Belgique pour faire des bonnes affaires aussi, c'est les magasins qui se sont mis à la mode depuis quelque temps, des marques propres. Ils développent leur propre marque. Et là, au niveau des prix, on arrive à des prix vraiment bas, à des qualités comparables aux produits de marque. Ça reste quand même intéressant si on en a la possibilité de passer la frontière? La réponse est oui, et c'est pas ma mère qui me contredira et qui tous les week-ends me fait un petit défilé à la maison des produits qu'elle a trouvés dans le supermarché d'à côté. Donc oui, c'est intéressant et en général, en fonction aussi des produits que l'on achète dans les supermarchés français, en dehors des matériaux de bricolage, on peut faire effectivement de très bonnes affaires et on peut trouver des prix qui défient toute concurrence. On l'a dit en début de chronique, c'est l'eau surtout qui est moins chère. Pas seulement l'eau, et heureusement, je ne vais pas vous passer en revue tous les produits, je vous invite pour ça à aller faire un petit tour en France à l'occasion pour comparer vous-même, mais en préparant cette chronique, j'ai découvert finalement des exemples auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Ils ont été mis en évidence il y a quelques semaines par nos confrères du Daily North. Ça sonne très british, mais il n'y a pas plus ch'ti comme gazette. Et ils mettaient en avant un livre. Certains livres sont moins chers en France, par exemple, un que Caroline connaît très bien, qu'elle a lu, relu, 50 nuances degrés, 18,80 € en Belgique pour 17 € en France. Maintenant, c'est pas vrai pour tous les livres. Un autre livre bien connu, Une place à prendre, le dernier J.K. Rowling, a coûté 24 €, que ce soit en France ou en Belgique. Pas bien un CD, en Belgique, il faut débourser environ, et là c'est plus que de l'environ, c'était un prix très précis, 16,90 € pour le dernier Cabrel ou le dernier Raphaël. Eh bien, en France, les deux mêmes CD sont à 16 €. Alors, c'est pas une grosse différence, mais c'est une différence quand même. Le jour où vous décidez d'aller chercher un CD, profitez-en peut-être pour passer au magasin de bricolage et prendre quelques bacs d'eau. Par contre, on le disait aussi, tout n'est pas moins cher en France, ou du moins
tout n'est plus moins cher en France. Ça, c'est assez comique. Et en analysant, on constate vraiment une différence. Il y a une sorte d'inversion. Voilà, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais pour une voiture, par exemple, un modèle très précis, la Ford Fiesta, coûtait il y a environ 3 ans et demi 100 € de plus en Belgique, 12 700 €, 100 € de plus qu'en France. Par contre, désormais, elle est moins chère en Belgique qu'en France. 12 700 €, 13 150 €, 450 € de différence pour le modèle de base. Donc une sorte d'inversion. C'était moins cher avant, ça l'est plus maintenant. Autre exemple, le cinéma. Eh bien, il y a quelques années, c'était moins cher en France au cinéma, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. 10,35 € pour la place la moins chère en France. On ne parle pas d'un film de long format, c'est le film de base. Ouais. Moins de 10 € en Belgique dans ça reste toutes quand même les cher, salles 10 € pour le cinéma. Et puis un autre exemple aussi, celui-là il est intéressant puisqu'il permet de faire des comparaisons de pays à pays et pas seulement de la Belgique avec la France, c'est le fameux Big Mac, pour ne pas le citer, de chez McDonald's. Ça a toujours été un très bon moyen de comparer les prix. Et en France, il y a quelques années, il était à 3,50 €, alors qu'en Belgique, en 2009, 3,65 €, 15 cents de plus chez nous. Eh bien, regardez aujourd'hui ce qui s'est passé, donc presque 4 ans plus tard, 4 € en France, 3,85 € en Belgique. Encore une inversion de tendance. Et pour terminer, tous les produits de terroir restent chez nous. Que l'on connaît bien aussi, l'essence. Il y a quelques années, on assistait toujours à des files incroyables. Ça a toujours été longtemps le cas. Mais aujourd'hui, impossible de trouver de l'essence ou du diesel moins cher en France. En témoignent les files interminables que l'on voit aujourd'hui dans les stations-service belges qui sont en zone transfrontalière. Vous êtes vraiment bien informé. Hein. J'ai habité à la frontière pendant longtemps. On n'a pas parlé de l'andouillette. L'histoire de la peinture, c'est vrai, hein, ça je confirme. Voilà. Et le reste, vous ne confirmez pas? Vous avez un l'essence aussi, absolument. absolument. Ça va, Hubert? Oui. Non, parce que des fois, je vous sens... Je peux féliciter mon ami. Non, mais des fois, je vous sens un petit peu largué dans ce monde qui va trop vite. Quand on parle d'informatique. Quand on parle de plein de choses, quand on parle de Skype par exemple, Twitter, Facebook, oui, l'informatique. Bien, non, là je commence à m'y retrouver. Ouais. Mais par contre, si vous me dites administrateur de site, logiciel de navigation, mise en réseau, vous me demandez la différence entre virus, pare-feu ou cheval de Troie, bon voilà, je reconnais, je suis largué. C'est vrai que la révolution numérique dans ce genre de domaine, ça va très vite. Hein. Et donc... Ben oui, d'habitude ce sont les vieux qui, avec leur expérience, les personnes âgées, s'il vous plaît. Il y a un peu de respect pour allons, tous ceux qui nous regardent. Correct, seniors, personnes âgées, vieux, les vieux, expliquer aux enfants le monde dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui, essayez toujours. Écoutez, on leur raconte peut-être des contes de fées quand ils sont tout bébés, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On leur offre tout de suite un mini-ordinateur, il y en a pour tous les goûts, hein, pour les garçons, il y a des mini-ordinateurs pour les filles, ils sont à peine à l'école primaire, qu'est-ce qu'on leur offre? Un GSM adapté, et c'est parti, les réseaux sociaux, où là, nous, les seniors, vieux, personnes âgées, contents, nous sommes là. Ancien jeune. Mais Hubert, vieux jeune homme. Vous n'êtes pas vieux, Hubert. Écoutez, aujourd'hui, on considère vieux les personnes qui ont vécu... assez longtemps avant la révolution numérique et qui en maîtrisent mal les codes. On dit aussi vieux les personnes qui se sentent larguées par la génération suivante. Alors, Hubert, vous parlez du monde numérique, mais il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Il y a les sorties, la cuisine, la nature, je ne sais pas. Moi, il y a les plein de choses spectacles, les chansons, la nature, je vous en prie. La nature. Eh ben, parlons-en de la nature. Essayez de décoller un gosse pour aller faire une promenade, un gosse qui est collé devant son écran de PlayStation ou de smartphone. Non, mais j'aime bien ça. J'aime bien PlayStation. Ben oui. Et puis la chanson. interdite. La chanson moderne. Excusez-moi, moi j'en suis resté au disco. Et c'était pas mal le disco. Vous étiez déjà vieux. Oh non, écoutez, Amanda Lear, un monument. Je maîtrisais un peu la techno. Mais alors, parlez-moi de Justin Bieber, Michael Moore ou Katy Perry. J'ai dû le lire les noms, jamais entendu. Alors, les éditions 10-18 ont eu une très très bonne idée. Elles ont lancé la collection Le Monde expliqué aux vieux en sous-titre « On est toujours le vieux de quelqu'un ». Je parie que même vous, Sébastien, vous êtes déjà le vieux de quelqu'un. Je me fais larguer par des petits bouts de 7 et 10 ans que je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Ben voilà. Oui. Alors, c'est vrai que dans cette collection, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des petits bouquins très faciles à lire qui apprennent à mieux connaître ce qui fait la société que vivent nos jeunes. Bon, 4 premiers numéros. D'abord, un qui est consacré à la solitude.
la solitude. Je vous entends, ah bah oui, les vieux, la solitude, on connaît. Eh bien non, c'est pas du tout ça. On n'a rien dit. Hein. C'est pas du tout ça. C'est la solitude que connaissent actuellement les jeunes et les adultes. Vous savez que on est de plus en plus libre, connecté au monde, mais savez-vous que 45% des jeunes de 18 à 35 ans estiment éprouver un sentiment de solitude. À Stockholm, par exemple, 60% des logements à Stockholm, en Suède, sont occupés uniquement par une personne. Michael, donc une Suédoise sur je ne sais pas combien, visseuse. C'est intéressant à savoir. Petit livre aussi consacré à la violence. Ah oui, celui-là, j'aime beaucoup, il est très très intéressant. La violence. On vivrait dans un monde de violence, délinquance urbaine, terrorisme, attentats. Eh bien, ici, on rappelle que dans les années 50 à 60, il y avait beaucoup plus de violence. Des milliers de femmes, par exemple, mouraient avec des avortements clandestins. Ça, c'était de la violence. On n'a plus connu de guerre. Alors, ce livre démontre que notre pays est devenu beaucoup plus frileux, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, mais c'est nous qui sommes de plus en plus exigeants. Ouvrir ce disque. Moi, il y a une question que je me pose. Je vois ça, c'est fluorescent, ça me fait mal aux yeux. Oui, quand je mais non, vous avez des yeux de non, mais attendez, vraiment, j'ai pas envie de me faire incendier. J'ai plus qu'une minute, laissez-moi continuer. C'est écrit en tout petit, c'est quand même. Ça s'adresse à des personnes âgées. Nous avons de très bonnes lunettes et encore de très bons yeux. Facebook. Alors, Facebook, ah ben oui, là, il est super intéressant parce que Facebook, 1 milliard d'abonnés. Alors, ça explique les dérives, les qualités de Facebook. J'ai appris beaucoup de choses. Et enfin, un dernier numéro, j'aime beaucoup, consacré à Lady Gaga. D'accord. Et pourquoi c'est votre préféré, celui-là? Il y a des photos vous aimez non, il n'y a bien pas de photos, mais on explique pourquoi Lady Gaga est devenue une idole. J'y ai compris beaucoup de choses. Alors, dernier mot, c'est les éditions 10-18 travaillent avec Uzbek Erika, un magazine justement spécialisé dans les études de l'avenir et des nouvelles technologies, vraiment intéressant. Image surréaliste qu'on vient de voir. Hubert, Lady Gaga sur le même écran. Un truc, je pensais jamais avoir vu ça de ma vie, moi. Facile à lire, facile à trouver? Oui, pas cher du tout. On les trouve maintenant 10-18. Voilà. Tout est dit, merci Hubert. Dans la dernière partie de l'émission, et parce que nous sommes lundi, on va décortiquer les médias. Ce soir, ce sont les seniors qui seront à l'honneur. Aussi, là, les seniors de plus en plus présents dans les spots publicitaires. Le Media Scanning est signé comme chaque semaine par Monsieur Sami Hosni. On marque une courte pause, on revient juste derrière, ne bougez pas, à tout de suite. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Merci de nous rejoindre si tel est votre cas. Et dans l'immédiat, on va décortiquer les médias et on commence, Samy, avec une publicité qui a attiré notre attention. Oui, et je viens avec vraiment la zapette, donc c'est vraiment l'objet anti-publicité. Vous savez, la plupart des gens maintenant regardent la publicité sur la télévision numérique, et lorsqu'il y a de la pub, eh ben on zappe, on appuie sur un petit bouton et on avance. Sauf qu'il y a une parade des publicitaires maintenant de Volkswagen. On peut regarder la publicité, même si vous avancez, ben vous voyez la pub. C'est assez incroyable. Écoutez. Que tout le monde ne puisse pas la voir. Voilà pourquoi Volkswagen a créé pour vous le spot statique. Comme ça, même quand vous enregistrez votre émission et que vous accélérez pendant les pubs, vous pourrez toujours l'admirer pendant au moins quelques secondes. Voilà, c'est lent. C'est de la slow commerciale. Si vous accélérez, ben, vous aurez 3 secondes, mais quand même de publicité. On réinvente finalement l'affiche en télévision. Voilà. Ah, c'est étonnant. Autre pub c'est une marque de vêtements anglaise qui se lance dans une campagne un peu polémique. Alors c'est River Island, une marque anglaise de vêtements. Et là, la polémique, c'est à cause de la maigreur du mannequin. Regardez les images, elle est vraiment très très maigre. On a vraiment envie de lui donner une tartine à cette fille. Un minimum une tartine. Oui, un minimum une tartine. Alors, hamburger. Évidemment, ça s'inscrit dans un débat sur la maigreur, puisque l'ex-rédactrice en chef de Vogue a écrit un bouquin qui décrit un petit peu les pratiques de la profession. Elle décrit, regardez ça, c'est le livre, elle décrit notamment les filles qui vomissent plusieurs fois par jour pour gagner cette ligne de guêpe, ou alors des filles qui mangent carrément des papiers mouchoirs. Ça remplit le ventre et ça coupe la faim. C'est intéressant de manger des papiers mouchoirs. Oui, ça ne doit pas être très bon. Alors Israël est le premier pays à avoir interdit les mannequins trop maigres sur son territoire et notamment sur ses médias nationaux. Ce qui nous amène au reportage du jour, consacré à des gens qui sont certainement plus heureux
Les seniors, Les évidemment, seniors. oui. Mais plus heureux en tout cas que cette mangent pauvre mieux, en mannequin. tout cas. Oui, ils mangent bien, pas des mouchoirs. regardez Hubert. Son copain d'anorexie, je confirme. Alors on peut le dire, vraiment, les seniors font la couverture de pas mal de magazines. Ça devient vraiment des stars de la publicité. Et pas seulement pour vendre des crèmes anti-âge ou des dentiers. Regardez. Quel est le point commun entre Sharon Stone, Madonna et Andy McDowell? Réponse, elles ont toutes les trois 55 ans. Sexy, senior et star de la pub. Il y a quelques années pourtant, on nous montrait une quasi-ado pour vendre une crème anti-âge. On pourrait vous dire que nos liposomes véhiculent les actifs anti-vieillissement au cœur de l'épiderme. Aujourd'hui, les marques n'hésitent plus à montrer des mannequins âgés. Cible particulière, les cinquantenaires, les baby-boomers, la tranche d'âge la plus riche. Il y a toute cette génération de baby-boom qui arrive, qui a entre 50 et 70 ans, vivante. C'est toute la génération de mai 68, Woodstock et tout ça. On oublie que c'est 50% à peu près du pouvoir d'achat. Et donc, en effet, on se concentre toujours... dans le marketing, on a toujours cet objectif de jeune. Il faut toujours être jeune, toujours jeune, jeune, jeune. Et alors que, techniquement, le gros consommateur, c'est le senior. Le baby-boomer, c'est l'entre-deux âge des marques. Et il est particulièrement chouchouté. Certains produits ont été développés spécialement pour lui, comme la Fiat 500, qui joue sur le côté nostalgique. Pour les plus de 70 ans, par contre, les marques ont du mal. L'image de la grand-mère au bigoudi à la peau dure. Les pubs tournent en dérision, le troisième âge. Et pourtant, il y a dans cette catégorie-là aussi du changement. Fini la colle pour dentier ou les mamies grincheuses. Du mamie devant, de claque, oui. Certains seniors sont devenus les porte-drapeaux de grandes marques. Aujourd'hui, il existe sur le marché des agences proposant uniquement des modèles seniors. Si ça vous tente, sachez que pour une journée entière de shooting, les prix peuvent atteindre 1 000 €. Nous avons retrouvé Michel, 78 ans, ça fait 15 ans qu'il est dans le métier. De temps en temps, une fois, une ou deux, 3 fois par an, on fait surtout beaucoup de casting, quoi. Hein. On fait beaucoup de casting et alors il y a beaucoup d'appelés et peu de lits. Non, je suis pas vraiment à la maison, je suis chez des vieux en fait. Non, pas dans un home. Qualité, je présente bien. Je présente bien, oui, mais enfin, bon, c'est pas une qualité, ça. Vous êtes beau. Je suis beau. La première fois qu'on me dit ça. Certaines marques hésitent pourtant à engager des modèles seniors de peur de donner un coup de vieux à leurs produits, même si leurs principaux clients sont âgés. Le site Mythique indique que 30% de ses abonnés ont plus de 45 ans, pourtant vous ne les verrez jamais dans leurs pubs. C'est ce qui s'appelle la tyrannie de la jeunesse. Hubert, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie. Vous croyez que j'ai mes chances? Mais évidemment, évidemment. Parce que vous êtes une catégorie choyée. Hein. C'est ce qu'on appelle les... Hubert fait partie des baby-boomers. La génération née après-guerre. Exactement, on appelle ça maintenant les happy boomers, tellement c'est une génération du bonheur. Hein. Ils ont connu un accès facile à l'immobilier, ils ont connu le plein emploi, ils ont un patrimoine 4 fois plus haut que la génération précédente. Regardez Hubert avec son château dans le sud de la France. Je vais vous étonner. Franchement, j'espère que nos petits-enfants seront encore la cible des publicitaires. Je ne veux pas faire de politique, mais ça veut dire qu'ils auront le même pouvoir d'achat que nous. Et ça, c'est une chance que je leur souhaite. Merci Hubert. Vous pourrez faire de la politique. Hein. Aussi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les happy boomers sont des cibles privilégiées des marques, vous l'avez dit. Il y a des marques qui ont vraiment développé des produits pour ces happy boomers. On peut en voir quelques-uns. Regardez par exemple la Vespa. Elle a été lancée en 1946, elle ressemblait à ça. Quelques années plus tard, plus de 70 ans plus tard, le look a finalement très peu changé. Caroline et moi avons une crainte. L'espace d'un instant, vu que nous roulons sur ce genre d'engin. Oui, c'est ça. Ok, passe à la suite. vous avez de l'argent, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment autre chose. Mauvais exemple. Alors, la Vespa, c'est la liberté, c'est la nostalgie des années un petit peu folles, l'adolescence, etc. Ça coûte peut-être un peu plus cher qu'une autre marque de scooter chinoise, par exemple. Mais bon, la nostalgie, ça se paye. Hein. Alors, vous avez aussi la même chose avec la Fiat 500, la Cinquecento, je pense. Cinquecento. On peut voir, regardez le look un petit peu évolué, évidemment, il y a plus de technologie. C'était génial, ça. On se mettait boum, la nostalgie, c'est parti. L'essence ne coûtait rien, on partait. Bingo. Et hop là, on a qui l'a gagné. La Mini, pareil. Regardez la Mini, elle ressemblait à un petit carré, très mini, très joli. Et puis maintenant, on a une voiture qui est même un petit peu luxueuse, on peut le dire. J'ai du mal à voir Hubert dedans quand même. Vous en avez une de vous d'ailleurs, il me semble. On termine.
On va terminer par quelque chose d'alimentaire, ce sont les cupcakes. Ouais. Vous voyez c'est quoi? Ou c'est les petits... je vous les apporte. Alors, les cupcakes, si on peut me les apporter, voilà. Ce sont ces petits gâteaux de toutes les couleurs. Regardez, c'est magnifique. Vous Avec pouvez un petit goûter. pigeon dessus. Voilà, ça vient directement de Waterloo. Alors, c'est un petit gâteau qui faisait fureur dans les années 50. C'était vraiment Je à vous la laisse mode. le pigeon. Oui, mais surtout aux États-Unis, ça. Surtout aux États-Unis, en mais Europe, maintenant, ça se vend énormément, même en Belgique. Parce que nous, on est quand même très honnête sur le plateau de cette émission. Vous me permettez que je m'absente 2 secondes, je vais vous Allez-y, expliquer vraiment ce qui est arrivé à ces Il doit faire cupcakes. pipi, Parce qu'ils ont une drôle... C'est vrai que les cupcakes... Voilà. Alors, les Ils sont cupcakes, parfois plus mignons. ça a été remis à l'honneur par Sex in the City, donc c'est une série télévisée. Et... Voilà ce qu'on aurait dû vous présenter en fait. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont été faits avec beaucoup d'amour. Ils viennent de Waterloo et la dame, elle a mis beaucoup de temps pour mettre le nom de l'émission. Il faut expliquer ce qui s'est passé. Et notre accessoiriste s'est fait griller une priorité. Elle a mis beaucoup de faim. Et voilà, Bardaf s'est l'empardé. Donc désolé madame, on a tout fait pour les sauver. On a fait plus ou moins ce qu'on vous... Mais écoutez, l'accident, voilà. Oui, bon, ça c'est assez on les marrant. mangera quand même parce qu'ils sont bons. Donc Et voilà, ils ont été faits avec amour. Ça, c'est pour les produits nostalgiques d'une génération comme Hubert. Merci de nous regarder, toute génération confondue. Tiens, finalement, Météo Journal télévisé, c'est ce qui vous attend dans l'immédiat. Belle soirée à vous, à demain, 18h30.